Salut tout le monde, c'est Maxime. Dans le fond, pour ceux qui me connaissent, savent que je fais partie du podcast La Ligue des Cinévores. Dans le fond aussi, je vous présente le jeu Inoubliable. En fait, c'est un podcast que ça faisait longtemps que je cherchais à faire. Et en fait, ça faisait longtemps que Mathieu, mon collègue de La Ligue des Cinévores, était au courant que je voulais faire ce projet-là. Surtout qu'on a honnêtement trouvé un hébergeur pour le podcast gratuitement. On payait actuellement. C'est un site qui s'appelait DJ Pod pour la Ligue des Cinévores. Et ce qui m'empêchait vraiment d'embarquer sur un nouveau projet de podcast on the side. Dans le fond, ça faisait longtemps que je désirais faire ça. Et on avait déjà parlé, Mathieu et moi, à l'époque, de faire un podcast sur le jeu vidéo. En parallèle à la Ligue des Cinévores. Mais là, on voyait que tout le temps qu'on mettait juste sur la Ligue des Cinévores, le temps, l'argent, tout ça, on manquait... Tout est une question de temps et d'argent, en bout de ligne. Mathieu vit pas nécessairement à côté de chez moi. Alors, ce qui rend les choses un peu plus de difficulté, vu que le studio se passe chez moi. En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire ce projet-là. Je me répète un peu, vu que je suis un passionné de gaming, ceux qui écoutent le podcast de la Ligue des Cinévores depuis le départ savent depuis longtemps que j'aime beaucoup le jeu vidéo. Et quand on avait une zone hors sujet, on dérapait beaucoup trop dans le jeu vidéo, et ce qui rendait un peu le contenu de la Ligue des Cinévores un peu désuet, vu que on parlait pas nécessairement du cinéma. C'est une des raisons pourquoi la chronique a été retirée. Et moi, étant un grand gamer et un grand collectionneur, j'avais goût d'avoir ma petite part de marché sur le jeu vidéo. Mais ça faisait longtemps que je me jetais sur qu'est-ce que je voulais faire. Est-ce que je veux parler de l'actualité? Mais quand tu regardes tous les podcasts qui se font au Québec, malheureusement, il y en a vraiment... Ben, pas malheureusement, mais il y a beaucoup de podcasts qui vont traiter de l'actualité, des jeux qui sont sortis. On fait beaucoup le tour et je me disais comment je peux faire quelque chose qui moi m'interpelle personnellement et qui va intéresser, en tout cas j'espère ceux qui vont écouter le show. Je trouvais que fallait que je me trouve un concept qui me plaît, et j'ai eu le temps justement de me jeter tout ça. Et en fait, moi, l'idée qui m'est venue de départ, c'est de parler de jeux que moi personnellement m'ont marqué. Il va être dur de retourner dans les jeux qui datent vraiment de l'époque Super Nintendo, Sega Genesis. Oui, j'ai quelques jeux que j'ai joués. Je pense que comme tout le monde, j'ai joué à Super Mario World. Je pense pas que je suis extraordinaire face à ça. Mais mon gaming va vraiment se dater à partir de la PlayStation 1 et du N64. Dans le fond, c'est ça. Là, je répète vraiment précisément c'est quoi le concept. Le concept du podcast va être de traiter d'un jeu particulièrement que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait souvent, qui m'a réellement marqué. Ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis un amateur de jeux d'horreur. C'est une je trouve que c'est les jeux vidéo qui m'impliquent le plus, soit émotionnellement, ou qui m'absorbent totalement, que je viens complètement déconnecté de ce qui se passe autour de moi. Et dans le fond, je tenais vraiment à expliquer un peu des anecdotes sur le jeu vidéo, parce que je vais faire des recherches par rapport à ça. Je tenais vraiment à m'exprimer. Je trouve qu'il y a des jeux qui sont, tant qu'à moi, des classiques, mais qui sont jamais nécessairement... On va en parler, mais on va toucher de façon passager. Et je trouvais que c'était dommage. Et je voulais, comme justement, avec ce concept-là, un peu m'éloigner de la masse, vu tout le nombre de podcasts qui existent sur le jeu vidéo. Et j'espère réellement que vous allez suivre. Sinon, ceux qui vont découvrir... et qui vont apprécier mon nouveau podcast vont vouloir écouter aussi la Ligue des Cinévores, que je vous invite à écouter, où on parle de films à chaque semaine. On s'investit vraiment beaucoup. Malheureusement, la communauté n'est pas énorme, mais c'est pas grave, parce que je tenais quand même à... On aime tellement notre projet que même si il y aura probablement jamais notre vie avec ça, on aime vraiment... d'amour, ce projet-là. On est tient fort. Mathieu est encore... Je pense que c'est le plus impliqué que j'ai vu depuis des années. Je savais qu'avec lui, c'était le bon gars pour faire le podcast, parce que si moi, je dois manquer une semaine, il est fâché après moi. Puis c'est correct, parce que je voulais quelqu'un qui pouvait m'affronter si des moments de paresse pouvaient embarquer, parce que je vais vous avouer, c'est pas tous les soirs que ça nous tente nécessairement de faire le podcast. Mathieu inclus. Dans le fond,
les épisodes vont... je vais toujours commencer en nommant le jeu, les dates de sortie, la moyenne que le jeu peut recevoir sur Metacritic, les retours au début, et je vais expliquer mes appréciations du jeu, même ceux que je considère des chefs-d'œuvre, je vais quand même appliquer les défauts qui sont compris, et je vais essayer d'être le plus objectif, même si c'est impossible d'être totalement objectif. Je tenais vraiment à faire cet aparté-là. Dans le fond, j'ai voulu commencer avec le jeu qui est pour moi, à titre personnel, le meilleur jeu que j'ai joué de tous les temps. C'est le jeu qui m'a marqué le plus en tant que gamer. Et c'est un jeu que j'aime de tout mon cœur, que j'ai refait à plusieurs reprises. Et c'est un jeu que même la première fois que je l'ai fait, j'avais pas tout saisi l'essence que le jeu avait en soi. Dans le fond, le jeu, c'est simple, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, c'est Silent Hill 2, un jeu qui a été édité par Konami et développé par Konami. Dans le fond, le jeu est sorti à la base sur la PlayStation 2 uniquement au départ, au mois de septembre. J'ai la date exactement de la release américaine, qui est le 24 septembre 2001. Alors, on monte quand même longtemps, et pas loin après le 11 septembre, je n'avais pas remarqué ça. C'est un jeu qui a au-dessus de 17 ans, et pourtant, il me marque, et à chaque fois que j'y joue, son ambiance oppressante prend vraiment toute la place dans ma vie. C'est un jeu qu'à chaque fois que je fais, je pense à ce jeu-là uniquement tout le temps, tous les jours, pendant au moins 2-3 semaines facile, où que je vais lire, que je vais aller voir les appréciations du monde, je vais aller lire les critiques, je vais aller vous lire tout ce qui a été fait en arrière. Et dans le fond, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que Silent Hill 2. Silent Hill 2 il fait suite au premier qui est sorti sur PlayStation 1. C'est un jeu qui n'est pas nécessairement lié au niveau narratif. On part vraiment dans une autre direction, mais on garde la ville de Silent Hill, qui est un peu un purgatoire, si vous voulez, pour le monde qui ont commis des crimes, qui ont fait des affaires graves, ou que le subconscient a été tellement plus fort négativement que ceux-ci se font emporter dans Silent Hill. Et dans le fond, l'histoire du jeu, pour vraiment en faire simple, on parle de monsieur James Sutherland, qui est en fait en deuil de sa femme. Sa femme est décédée d'une maladie quelques années auparavant, et il reçoit une lettre par la poste de sa femme, qui est, comme je vous dis, décédée, et sa femme va lui dire: viens-t'en me rejoindre à Silent Hill, j'ai besoin de toi, je t'en supplie, viens-t'en. Alors, M. James Sutherland va se présenter sur place. Dans le fond, c'est un jeu narratif, horreur, survival. Dans le fond, M. James Sutherland va voyager de lieu en lieu. On peut passer d'un hôpital à un hôtel, à des appartements. On va vraiment... il y a vraiment comme une étape narrative. Et c'est un jeu qui est extrêmement lourd à vivre quand on joue. Pour la seule et bonne raison que, dans le fond, les décors sont très, très... tout est comme en train de dépauvrir, là. Les murs sont sales, le tapis est arraché, les portes sont défoncées, les murs sont... Ceux qui connaissent un peu l'univers de Silent Hill savent qu'en plus la ville est assombrie par un énorme brouillard. À l'époque de la PlayStation 1, le jeu avait justement du brouillard pour la seule raison que c'était pour des questions techniques, parce qu'il était dur d'afficher sur la PlayStation 1 à une certaine distance les affichages des bâtiments que le personnage va voir au cours de son aventure. Et dans le fond, ici justement, on reprend la ville de Silent Hill. On est encore dans le brouillard. On a des lieux qui sont comme communs, qui sont absolument des lieux qui sont pas nécessairement durs. On est habitué qu'on voit à tous les jours, qui peuvent même, je dirais, banals. Et dans le fond, ces environnements-là vont être comme un personnage à part entière. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est la réalité. Je me rappelle le premier lieu qu'on rencontre vraiment, ou qu'on voit en fait, c'est un hôtel, pas un hôtel, un bloc appartement, excusez-moi, et qui est justement barré à grandeur, où il va falloir trouver des clés, ou que le jeu se résume aussi à des énigmes, il n'est pas seulement juste d'horreur. Dans le fond, M. James Sutherland va trouver des armes au fil de son aventure, dont un shotgun, des pistolets, une barre à clous, excusez-moi. Et pour moi, honnêtement, j'ai toujours joué quasiment avec uniquement la barre à clous. Et dans le fond, on va suivre les étapes psychologiques du personnage. En fait, celui-ci va se promener par exemple d'appartement en appartement pour trouver
tous des indices pour retrouver sa femme. Et ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est qu'il y a eu réellement je trouve que c'est un jeu qui a eu un impact important au niveau de la scénarisation dans un jeu vidéo. Pour la simple raison que rien est pris. Il n'y a rien qui est là au hasard. Il n'y a jamais rien qui est. Absolument rien qui est là au hasard. Tout a été pensé, calculé. Puis je parle pas au niveau du gameplay. Je parle vraiment au niveau de l'environnement et de son histoire. Je vais vous montrer un exemple. Dans le fond, on a la fameuse infirmière. L'infirmière représente en fait un fantasme que James Sutherland avait à l'époque avec sa femme et qui a toujours eu des frustrations sexuelles. Et dans le fond, c'est pour ça que les infirmières, oui, sont toutes déformées, sont pas belles, mais ont un corps, si on veut, en guillemets, sexy. C'était justement une des frustrations sexuelles de James. Et ici, on va voir aussi Pyramid Head. Là, je vous le dis tout de suite, c'est des gros spoilers, mais là, je pense que après 17 ans, vous avez eu la chance de jouer en masse. Si c'est pas le cas, lâchez le podcast et allez jouer tout de suite à ça. C'est un chef-d'œuvre. Dans le fond, même Pyramid Head représente en fait James, qui est comme pris avec il est comme torturé mentalement, d'où la raison qu'il tient sa lame avec difficulté. C'est comme s'il se sentait enfermé, d'où la tête pyramidale. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu te le dira jamais concrètement. Mais il donne des signes tout le long. À titre d'exemple, à un moment donné, tu finis par trouver l'arme de Pyramid Head dans le jeu, quand tu es rendu à la dernière phase du jeu, qui est l'hôtel. Et dans le fond, quand tu vois l'épée, tu finis par avoir la même démarche que le Pyramid Head quand tu le croises. En fait, un peu le dos courbé par en arrière, avec la main droite, qui traîne le couteau jusqu'à... En fait, il n'y a pas de destination. Et comme de fait, cette arme-là semble complètement inutile quand tu joues avec parce qu'elle est beaucoup trop lourde puis le personnage devient excessivement lent. Alors, ça devient comme dur pour lui de faire quoi que ce soit. Et dans le fond, c'est un signe comme quoi que James est le Pyramid Head en bowling. Un autre signe qui montre que dans le jeu, à un moment donné, tu vas aller dans le bloc appartement et tu vas trouver un appartement où un homme est complètement mort sur un divan devant un écran enneigé. Et on n'est pas capable de voir le visage de la personne qui est décédée. En fait, quand on termine le jeu, James Sutherland va finir par regarder un écran dans les dernières scènes du jeu. Et dans le fond, on va voir qu'il écoute un témoignage de sa femme. Et dans le fond, ceci représente le moment que James va se donner la mort. Mais le jeu ne l'explique absolument pas. Et je trouve que c'est ce qui rend ce jeu-là particulièrement autant troublant. C'est un jeu qui vous envahit. Si vraiment vous vous donnez la peine et vous voulez aller voir plus loin que juste le survival horror. Parce que le jeu en soi peut être considéré comme classique parce que si Resident Evil, vous appréciez Resident Evil surtout à l'époque du 1, 2, 3, on avance, on résout des énigmes et on passe à la prochaine étape. Qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de puzzle. Et c'est justement ça qu'on retrouve dans Silent Hill 2. On retrouve des puzzles à grandeur. Mais chaque puzzle est finalement lié à la trame narrative du jeu. Je trouve ça complètement impressionnant. Il y a vraiment eu un travail. Il y a beaucoup de... Si vous lisez les critiques des internautes qui vraiment donnent leur point, mais expliquent beaucoup pourquoi ils ont apprécié ce jeu, c'est un des aspects qui reviennent le plus souvent. J'ai rarement vu un jeu égaler cette écriture-là, parce que je pense que le plus proche que j'ai vu, c'est Spec Ops The Line, puis je compte vraiment faire un épisode sur ce jeu-là. Et je trouve ça complètement fou que tout a été pensé, qu'il y a rien... Il y a tellement rien qui est pris au hasard. Je trouve tellement qu'on voit rarement ça, à part pour des choix de gameplay. On sait que le gameplay va souvent être adapté à ce que le personnage va voir dans le jeu. Mais là, c'est quasiment juste esthétique, tellement que c'est brillant, c'est vraiment brillant. Il y a vraiment je trouve vraiment... Ça manque aujourd'hui, je trouve, dans le jeu actuel. On n'en voit plus beaucoup. Tu peux les voir un Fast and Furious, tu vas avoir du fun, là, comme un Call of Duty peut être le fun à certains, mais tu peux aller voir Fight Club, puis Fight Club finalement, si tu réalises que le film c'est loin de ce qu'on pensait, puis qu'en bout de ligne,
on est complètement servi sur un jeu, complètement servi sur un film qui a tellement de sous. Tu peux voir quoi à travers tout ça. Puis c'est ce que je trouve qui fait la marque des grands jeux. C'est ça. Sinon, si on retourne vraiment au gameplay, on va beaucoup alterner avec des puzzles qui sont vraiment difficiles. On va avoir mané comme un cube Rubik qu'il va falloir tourner selon l'ombre. Et ce cube Rubik-là va en fait changer la pièce. En fait, il y a une porte, je vais essayer d'expliquer simple. Il y a une porte, et si on tourne le cube de la bonne façon, ben cette porte-là va pouvoir être accessible pour notre personnage, puis pouvoir progresser dans le jeu. Des fois, ça va être des affaires de couleurs, mais tout est bien pensé pour que les énigmes soient suffisamment durs pour que tu finisses peut-être par aller sur Internet. Moi, je les connais par cœur là, maintenant, mais assez pour que tu cherches sur Internet ou que tu veux te casser la tête. Je pense que c'est un jeu qui est le fun si on oublie le terme narratif. Si tu es avec quelqu'un, un ami qui est intéressé et qui veut le faire avec toi, c'est des énigmes qu'à deux, on peut résoudre. Moi, je me rappelle beaucoup de Resident Evil 1 où que excusez-moi, où qu'un de mes amis et moi, on s'est vraiment amusé à faire le jeu sans tricher, là. Vraiment, on y allait vraiment des moments, puis on a été capable de faire le jeu en une nuit. Et c'est ça, Silent Hill, on retrouve ça aussi. Et ça faisait du bien de voir, même à l'époque, qu'on pouvait faire un jeu d'horreur, mais qui s'alignait pas comme Resident Evil. Tu sais, Resident Evil, c'est vraiment... Voyons, excusez-moi. C'est vraiment... on cherche à survivre, en fait. La survie est excessivement importante. Et autant au niveau des armes que des munitions, que de où tu vas faire tes sauvegardes. Tu sais, dans Silent Hill, tu peux sauvegarder autant de fois que tu veux. Tu connais ton point de repère, tu as ta carte, et tu sais exactement où tu dois aller. Pendant que Resident Evil, ben, c'est des cartouches d'encre que tu dois pas gaspiller de façon illimitée. Et c'est ce qui... mais en fait, vu que Resident Evil est quand même les trois premiers, même s'ils sont très survival horror, il était quand même plus enligné sur l'action. Tu ne retrouveras pas un bazooka dans Silent Hill. Silent Hill va plus marcher sur son ambiance. Vu que c'est très oppressant, Resident Evil va marcher beaucoup sur est-ce que j'ai assez de balles pour que quand je vais aller dans le corridor, mais je vais être capable de survivre à l'épreuve qui s'en vient devant moi. Et Silent Hill va complètement ailleurs. Généralement, tu manques pas de balles, tu manques pas de kit de soins, à moins de jouer vraiment à la difficulté maximum. Moi, je l'ai fait en normal, en toute honnêteté. Et dans le fond, c'est ce que j'apprécie de Silent Hill, parce que même à l'époque, ils avaient voulu autant qu'on reste dans le survival horror, autant qu'on essaie d'aller ailleurs. Si on y va avec les critiques du public, en fait, pour vous donner une idée, le jeu a une moyenne de 89 sur 100, ce qui est excellent, là. Encore aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas Red Dead Redemption avec ses 97%, là, ce qui me laisse un peu perplexe. Et une moyenne de 90 sur 100 pour les joueurs. Ce qui est un signe parce qu'en fait, les joueurs ont malheureusement tendance à soit être too much ou pas assez. En fait, c'est soit qu'on va aller directement sur le 10 ou à 0. Et là, que le public donne vraiment un 9, ça prouve la qualité, selon moi, du soft. Le jeu a été réédité par Konami dans l'époque, l'ère PS3 360. Moi, je l'ai acheté sûrement à sa sortie, si je l'attendais. Surtout j'avais le droit au 2, au 3. J'étais un peu déçu que le 4 soit pas dans le coffret, malheureusement. Et, oh mon dieu, c'était catastrophique. Mais une chance que le jeu ait tellement de qualité parce que ça a permis que je le fasse pareil. Dans le fond, le soft est arrivé quand même avec des bugs gênants. Le jeu était moins beau que la version PS2, même si le jeu est en HD. Là, ça ce que j'ai lu par rapport à ça, c'est que le studio qui a fait le remaster se sont ramassés avec une copie non finie de la version PS2. Ils se sont ramassés avec des personnages qui étaient complètement bleus, des textures manquantes, des bouts de scénario absents aussi. Il a fallu qu'il y ait du redoublage sur certaines scènes, et maintenant on peut même offrir un doublage complet. Il y a un redoublage complet qui a été fait. Je vous dirais que moi, pour avoir fait les deux versions, la version redoublée est nettement meilleure, malheureusement, parce que la version originale, c'est un peu clunky, là. Les acteurs surjouent, je suis même pas sûr si on peut appeler ça des acteurs.
Et c'est un peu catastrophique comme version. C'est malheureux, par exemple, parce que j'aurais aimé ça que ça soit pas aussi grotesque. Et il y a eu, malgré tout, beaucoup de patchs sans réellement corriger tous les problèmes. Ce qui est de valeur. Alors, c'est ça, c'est mon préféré dans la franchise Silent Hill. Je les ai pratiquement toutes fait. Si on fait l'exception du remake du premier sur la Wii et du spin-off sorti sur PSP. Moi, j'ai essayé la version PS Vita, sur dit en passant, parce qu'il y en a un Silent Hill PS Vita qui est un hack and slash Diablo-like dans l'univers de Silent Hill, ce qui fait, selon moi, aucun sens. J'ai essayé Downpour, qui était bien, qui était un semi-open world dans l'univers de Silent Hill, mais avec des créatures qui étaient complètement oubliables. On était loin de ce que la marque de Silent Hill. On a eu Homecoming, que je considère comme... C'est un jeu d'action qui se fait croire qu'il était Silent Hill. Silent Hill 4 qui était très bien, mais malgré tout, trop tourné vers l'action, mais qui se faisait bien malgré tout. Silent Hill 3 qui, selon moi, une coche en dessous du 2, mais qui est excellent. Dans le fond, on a décidé quand même d'aller plus sur l'horreur. Là, mais vraiment, là, on y va beaucoup avec beaucoup de sang, beaucoup de violence. Et je trouve qu'en bout de ligne, c'est quand même un peu too much. Parce que aussi l'histoire est complètement moins marquante. On suit le premier et on saute le 2. C'est une bonne chose parce que tant qu'à moi, tu peux pas faire une suite scénaristique aux deux, c'est impossible. Et s'ils font ça, je vais capoter. Et c'était bien, mais c'était pas. C'était juste une coche en dessous. Puis même les énigmes, j'ai eu une énigme une fois que j'ai été obligé de recommencer le jeu au grand complet parce que l'énigme m'a bugué. J'ai jamais pu continuer le jeu. Si on retourne vite à Silent Hill 1, je considère que c'est un excellent jeu qui a quand même marqué son époque, surtout que le film représentait bien quand on voit la dame, mais dans le jeu original, le premier c'est un homme qui descend dans les clôtures quand on entend les sons de cloche et qu'on voit des créatures qui sont complètement collées sur des clôtures. C'est des moments que même quand tu le vis, j'ai refait le 1 là, comme 3-4 ans. Et c'était autant effrayant, là, malgré les graphismes qui ont vieilli. Il y a quand même une atmosphère très pesant. Si je fais un petit tour vite sur Silent Hills, qui était malheureusement cancellé par Konami vu au départ de Kojima, ce qui m'a fait beaucoup de peine. Silent Hills est vraiment un des jeux que j'attendais. C'est probablement, je le dis encore souvent, que c'est probablement le meilleur jeu qui a jamais sorti. La démo était vraiment époustouflante. J'ai l'impression qu'on venait rechercher l'aspect psychologique de ce que j'aimais de Silent Hill 2, dans le sens où que y a rien qui est pris au hasard. Oui, c'est un corridor qu'on fait dans la démo, puis cette scène-là aurait été même pas dans... Ou en tout cas, une partie aurait même pas été dans le jeu final. J'aimais finalement que c'est l'horreur psychologique qui prend le dessus, puis c'est pas juste de fesser des monstres. Ça allait plus loin que ça, et c'est pour ça que j'étais complètement sur le cul. Savoir que c'était Guillermo del Toro, que j'aime énormément, qui est un réalisateur de cinéma, qui travaillait sur ce projet-là, et Kojima, c'est pas nécessairement le gars qui m'impressionne le plus dans le jeu vidéo. Je correspond moins peut-être à sa vision, mais je sentais que Silent Hills était le jeu d'horreur qui allait révolutionner le jeu d'horreur. Et comme de fait, il a apporté un grand souffle de fraîcheur sur le indie game horreur. Combien de jeux ont essayé de faire la même chose que Silent Hills, qui est même pas sorti, là, c'est une démo. Et ça a tellement changé le monde indépendant de jeux d'horreur que il n'y en a aucun, par exemple, qui atteint vraiment qui va réussir, je pense, à m'impressionner comme Silent Hills avait pu le faire dans sa démo. Par exemple, je tiens à préciser qu'il y a un jeu qui se nomme Visage, que je compte peut-être un jour parler quand un jeu va être complet. Moi, j'ai acheté la version Early Access sur Steam, et dans le fond, c'est un jeu qui reprend vraiment les mêmes bases que Silent Hills. La maison, c'est une énorme maison où que tu vas voyager de pièce en pièce et qu'il va falloir que tu trouves des items qui vont te permettre de pouvoir évoluer dans le jeu. Ce qui a fait que j'appréciais beaucoup ça, parce que le jeu ne cherche pas à te faire les jumpscares. Sur du 100%, Silent Hill ne fait pas de jumpscares, ce qui en fait d'après moi une grande qualité. C'est ça. Et Visage est un jeu qui est complètement fait par des Québécois. Je pense qu'ils sont installés à Montréal. Je pense que c'est comme 6 ou 8 personnes qui travaillent là-dessus. Ça sera confirmé. Et j'ai l'impression que c'est probablement le meilleur PT-like qu'on a eu. Pour finir face à Silent Hill 2, c'est un jeu que je recommande chaudement. Malheureusement, je suis déçu qu'il n'y ait jamais eu de réédition sur PS4 ou juste une refonte graphique. Et moi, il m'annonce Silent Hill 2 refait de A à Z visuellement.
je suis vendu, je vais l'acheter même si c'est 90$, étant un méga fan du jeu. Je pense sérieusement que c'est un jeu qui mérite réellement d'être découvert. Je sais que le monde ne saute pas nécessairement sur les jeux d'horreur, mais si vous voulez vivre une expérience qui est pas nécessairement... qui oui, est horrifique, mais qui mérite qu'on s'y attarde. On a souvent des films qui vont nous marquer par l'écriture, la mise en scène, tout ça. Ben Silent Hills 2 le fait haut la main. C'est un jeu époustouflant, qui a marqué sa génération, qui est souvent cité comme étant le meilleur jeu d'horreur jamais conçu, avec raison. C'est un jeu qu'il faut absolument découvrir. Je considère que ça va toujours être mon jeu préféré, même si là, ça doit faire comme un an et demi que j'y ai pas joué. Encore aujourd'hui, quand je repense à ce jeu-là, j'en reviens toujours pas. Il y a tellement de détails, puis je vous ai pas tout dit parce que je veux pas nécessairement tout vous dévoiler. Ça mérite vraiment la peine qu'on y jette un œil. C'est un grand classique et j'espère sérieusement qu'Economy va finir par remettre la franchise sur les rails ou vendre la franchise à quelqu'un d'autre, surveiller s'il vous plaît. Là. Mais c'est une franchise qui mérite nécessairement mieux, qui arrive en ce moment, là, est complètement tombé dans l'oubli depuis l'annulation de PT, puis je pense qu'Economy préfère jouer safe qu'au lieu de nous sortir un nouveau Silent Hill, vu que tout le scandale qu'il y a eu par rapport à Kojima. Pour ceux qui ne savent pas, Kojima était un gars qui a travaillé chez Konami pendant des années et des années. Et c'est lui qui était le créateur de Metal Gear Solid. Et il est probablement un peu diva, mais il y a eu des mésententes avec Konami. Et on a su par après aussi que les employés étaient beaucoup exploités par le studio. Et ça finit que Konami a quitté les studios, et ce qui a causé l'annulation de Silent Hills. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait Norman Reedus qui joue dans Walking Dead, qui joue Daryl, qui était censé être le personnage principal. On ne sait pas grand chose malheureusement du jeu complet, c'est ce qui est dommage. J'aurais pu, d'après moi, être un excellent soft. À voir peut-être sur le long terme. Mais je suis quand même porté à croire que Konami laisse la carte dormir un peu pour pouvoir le remettre sur le front. En tout cas, c'est du moins ce que j'espère. À travers tout ça, ils ont quand même sorti un pachinko. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une machine à sous, mais dans l'univers de Silent Hill, comme même pas un an après l'annulation du jeu, ce qui a laissé comme moi de façon très avec un arrière-goût de merde dans la bouche. Fait que c'est ça, Silent Hill 2, vous devez jouer à ça. C'est une expérience qui doit se faire vivre. Je pense que chaque gamer devra au moins essayer ce jeu-là au moins une seule fois. Alors, j'espère que vous avez apprécié le premier épisode. Il va y avoir des ajustements. Il va y avoir comme beaucoup de choses qui vont s'arranger au fil du temps. Même le logo, je suis pas certain encore, je vais le garder. Ça va être un logo de façon temporaire, mais c'est un projet que je tenais vraiment beaucoup à cœur et j'espère que vous allez apprécier ce premier épisode-là. Ça se peut que peut-être une demi-heure, ça vous semble trop court. À un moment donné, ça vient dur de développer tout le temps sur le jeu. Mais si vous sentez que j'ai besoin d'en mettre plus long, faites-moi signe. C'est le premier épisode. Pour ce qui est du temps de sortie que j'ai prévu, j'aimerais ça en faire 1 ou 2 semaines et quand je suis capable, 1 fois par semaine. Là, actuellement, le 17 décembre, je dois me faire repérer. Je suis obligé. Fait que j'espère avoir le temps de sortir 2-3 épisodes avant mon opération et je vais être obligé de prendre un mois, dont la Ligue des Cinévores se fait mettre aussi sur la glace par défaut. J'espère que vous avez apprécié ça. J'aimerais ça avoir des retours, des commentaires. C'est un projet que j'aime beaucoup, que j'espère que vous allez suivre. Et puis, dans le fond, moi, je le considère comme dans la Ligue des Cinévores Universe. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté le premier épisode. Si vous avez des questions ou de quoi, gênez-vous pas à écrire sur la page. Ça va me faire un grand plaisir. Sur ça, je vous souhaite de passer une magnifique soirée. Et à la prochaine.